Bonsoir, bienvenue à cet afterwork du JPM. Le thème Family Business, comment passer d'une génération à l'autre. Je m'appelle Ertine. Bon, si c'est la première fois que vous venez à un afterwork du JPM, on a quelques règles assez simples. On pratique le tutoiement. C'est-à-dire tout à l'heure, quand vous allez engager des conversations avec d'autres personnes, ce qui est fortement encouragé, on se tutoie tous entre nous. Donc ça, c'est la première règle d'engagement. La deuxième règle d'engagement, c'est que quand on fait un événement comme ça, on est accueilli à des conditions très favorables. Aujourd'hui, par le Louvre, on remercie. Et en fait, les consommations sont obligatoires. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à consommer pour qu'on puisse continuer à faire ce genre d'événement et faire profiter tout le monde. Voilà, deux règles d'engagement. Et la troisième règle d'engagement, c'est de s'éclater. On a un super panel aujourd'hui. Éclatez-vous, nourrissez-vous de ce qui va des échanges et n'hésitez pas à connecter entre vous. Vous êtes assis à des tables là, mais tout à l'heure, n'hésitez pas à bouger si vous voulez discuter avec d'autres personnes. Sur ce, je passe la parole à notre vice-présidentine pour présenter un petit peu le JPM. Merci Ertine. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Je pense qu'on est pas mal là, hein, Lilia, sur le nombre là. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir ici avec nous. Donc je suis Tine, vice-président de JPM. Alors JPM, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une association de patronat de jeunes entrepreneurs, mais aussi de cadres dirigeants de grandes entreprises. Nous avons pour vocation de vous réunir et puis surtout de pouvoir créer un réseau sur lequel vous allez pouvoir échanger, contribuer au développement de Madagascar d'un point de vue économique, mais aussi pouvoir réseauter et trouver d'autres partenaires. Alors, nous, nos missions et nos valeurs sont tournées autour de trois valeurs, donc la responsabilité, l'éthique et l'excellence. Aujourd'hui, JPM, ça fait maintenant plusieurs années que ça existe, et pour raconter un peu la petite histoire, ça a débuté en 87 en France, avec Junior pour Madagascar. Donc, très rapidement, ils sont rentrés aujourd'hui ici. C'est des entrepreneurs qui ont créé pas mal d'entreprises et voire des institutions de renom comme la CCIFM, le Solidis, Goticom et voire d'autres. Donc aujourd'hui, on est la relève et aujourd'hui, on a pour vocation de contribuer à ce réseau qui s'éclate un peu partout sur Madagascar. On a plusieurs points qui vont se créer prochainement, notamment sur Tuléar, sur Tamatave, et on a aussi toujours la branche en France, il faut le rappeler, hein, que nous avons toujours l'association Junior pour Madagascar en France, qui est connectée du coup avec notre structure ici. Et donc si vous passez du coup sur Paris, n'hésitez pas à leur faire un petit coup de notre part. Voilà très rapidement pour la présentation de JPM. Ah oui, si vous souhaitez adhérer, parce que du coup je pense que c'est aussi un message que l'on souhaite faire passer, nous avons notre assistante qui est présente ici, voilà, et qui pourra recueillir du coup vos participations. Alors pourquoi participer, pourquoi s'engager? Donc c'est aussi pour pouvoir bien évidemment assister aux événements qu'on organise. Alors sur les événements, nous organisons régulièrement des visites d'entreprise. Donc récemment, nous avons pu voir Aigle d'Or, nous avons pu voir Biochem et bien d'autres. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer les patrons directement de ces entreprises-là, mais aussi assister à des événements, à des ateliers, à des formations tout au long de l'année que l'on organise pour les membres. Voilà pour la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à notre présidente. Merci Tine, bonsoir tout le monde. Le JPM, je m'appelle Lilia Gentleman, je suis la présidente du JPM. Et le JPM, en fait, aujourd'hui, en 2024, répond à une question que peut-être que vous vous posez, mais en tout cas moi je me la pose. C'est qu'en tant que jeune, trentenaire, quarantenaire, entrepreneur ou cadre dirigeant, est-ce que j'ai ma place aujourd'hui à Madagascar dans l'état dans lequel le pays est? Et notre réponse elle est oui. Mais il faut qu'elle corresponde aux valeurs que nous on a, comme je viens de vous citer, qui sont l'éthique, la responsabilité et l'excellence. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des plateformes de discussion, on crée des moments de partage et on crée aussi des moments d'apprentissage pour préparer les trentenaires et les quarantenaires et peut-être les quarantenaires dans la tête, qui sont peut-être un peu moins jeunes, à créer le secteur privé de demain qui nous ressemble et dans lequel on a envie de vivre et de continuer. Donc sans transition, je vais présenter nos panélistes aujourd'hui sur ce sujet qui apparemment intéresse beaucoup de personnes. Je vais commencer par Niv Onjemtouj. Gros tonnerre d'applaudissements pour Niv. Bonsoir.
qui aujourd'hui dirige la société Nive, du même prénom, qui est une entreprise familiale qui commercialise peut-être notamment les produits que vous connaissez qui sont nickel. Ensuite, on a Ioannis Taloumis. Un petit applaudissement pour Ioannis. Qui dirige le groupe Taloumis. Frédéric Schaffner de Materoto. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça ne se voit pas, mais il parle très bien malgache. Et enfin, Akshay, qui est membre du JPM et qui dirige Uniplast. L'objectif de notre after aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce que des entreprises peuvent passer la main à une autre génération et comment est-ce que cette génération s'approprie cette entreprise, sachant que ce n'est pas eux qui l'ont créée, mais qui doivent se l'approprier. Des questions que peut-être des personnes dans le public se posent. Vous aurez toute l'occasion après de poser vos questions. L'idée, c'est de discuter pendant 1 heure avec nos intervenants. Et pendant 1 heure, vous pourrez poser vos questions. Je vais commencer par ceux qui veulent répondre en premier. Par rapport à votre parcours personnel, comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'histoire de votre entreprise? Je vais commencer. Bonsoir à tous. Je suis Nive, je suis la directrice générale de la société Nive. Comme Lilia disait tout à l'heure, en fait, société Nive, on fabrique et on distribue des produits d'entretien à Madagascar. Donc ça, c'est on va dire l'activité principale, celle que beaucoup de gens connaissent. Donc c'est la marque Nickel. À côté de ça, on est aussi distributeur de plusieurs marques de produits de soins européens. Le Petit Marseillais, Listerine, Neutrogena, et aussi des compléments alimentaires, VitaVea et Nutri-Santé. C'est un peu moins connu, sauf si vous passez beaucoup en pharmacie. Donc l'histoire personnelle, moi, grosso modo, pour la faire très très courte, je n'étais pas forcément hyper, je veux dire, dans le souhait de reprendre l'entreprise. Ça s'est fait un peu plus tard, on va dire la crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais voilà, un questionnement qui arrive à un moment donné de la vie. Moi, je suis marketeuse d'études, de formation et d'expérience. J'ai passé un tout petit peu plus de 20 ans en France et je suis revenue à Madagascar en 2021 donc pour reprendre l'entreprise familiale. Et en fait, le parcours personnel, il est là. C'était un questionnement à un moment donné de la vie où on se dit quel sens je donne à ma vie en faisant du marketing sur Internet? Est-ce que je me vois encore le faire dans 5 ans, dans 10 ans? Non. Et après, on pourrait se dire, est-ce que le savon, ça a plus de sens? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est différent. Et c'est surtout, c'est plutôt un projet, en fait, de se dire, quitte à construire quelque chose, quitte à passer 10, 12 heures à travailler, pourquoi ne pas le faire à Madagascar? Pourquoi ne pas continuer à le faire à Madagascar, en fait? Et je pense que c'est aussi une volonté de changement qui fait que ce parcours-là... À un moment donné, le questionnement est revenu. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout dans ma trajectoire, j'avais une autre trajectoire. Et voilà, je pense que là, la sagesse reprend un peu. Voilà. D'accord. En continuant sur ce que de dire, parmi l'un de vous trois qui veulent répondre, lorsque vous avez décidé, ou en tout cas, ça s'est imposé à vous de prendre l'entreprise, qu'est-ce que vous avez senti au moment de prendre la relève? Et comment vous avez géré les attentes qu'on a sur vous en tant qu'héritier d'un nom et d'une famille? Vas-y. Bonsoir à tous. Merci Elia pour l'invitation. Je vais quand même présenter un peu le groupe du coup, puisqu'on est un groupe familial divers dans plusieurs secteurs, donc l'industrie, l'agriculture, la distribution, les services et l'immobilier. Donc, je dirige depuis 5 ans aujourd'hui. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Après, tu as forcément des émotions de est-ce que je vais y arriver, ou la responsabilité, ou pourquoi moi, etc. Donc, nous, on a une école interne, j'ai envie de dire. J'ai gravi tous les échelons depuis le début. Donc, c'est à la pose des aluminiums, commercial, puis ensuite responsable des départements, puis direction filiale, etc. Donc moi j'ai envie de te dire qu'au niveau des émotions,
c'est assez naturel. Maintenant, il y a des challenges tous les jours, le contexte n'est pas facile, mais on les relève. Donc, pas d'émotion particulière, si ce n'est évidemment de la fierté, mais rien de particulier par rapport à ça. Donc moi je suis Frédéric, je dirige le groupe Materotto. La société Materotto est la plus connue de nos activités. Moi c'était assez simple, on est 5 frères et sœurs, je suis le seul garçon et le cadet, sachant que les aînés, aucun d'entre eux n'envisageait d'aller diriger une entreprise. Donc les 2 frères fondateurs de l'entreprise ont dit t'es le garçon, ça c'est les raisonnements d'avant, tu reprendras, d'autant plus qu'il n'y a personne qui n'a repris. Donc en gros, on ne m'a pas tellement demandé mon avis. J'avais à l'époque 17 ans, au moment de passer mon bac. Voilà, j'ai fait des études supérieures de 5 ans à Paris. Quand je suis revenu, l'entreprise était vraiment dans un très mauvais état, parce qu'il y a eu une transition entre les 2 frères fondateurs et une direction salariée. Le directeur salarié à l'époque était un passionné d'informatique. Alors on a toujours été au top en termes de système d'information, mais il oubliait de vendre, on est une société commerciale. Donc l'entreprise était vraiment très proche de la faillite. Donc le sentiment quand je suis arrivé, c'est est-ce que je vais y arriver, et on a fait en même temps la démarche de est-ce que c'est pas mieux de vendre. Et vu que les offres qu'on a reçues, on ne les a pas estimées intéressantes, je me suis jeté dans le bain. Merci. Akshay, je pense que tu es le plus jeune de ce panel. Toi, avec ton parcours personnel, professionnel et académique, comment est-ce que à quel moment de ta vie tu as repris les rênes de l'entreprise? Super, bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Akshay Vikalala, j'ai 28 ans. Je suis directeur général d'Uniplast Madagascar. Depuis maintenant 2 ans et demi que je suis rentré au pays. J'ai passé 8 ans à Paris et ça a été un choix naturel parce que j'ai toujours voulu revenir à Madagascar pour prendre la relève. Pour vous présenter rapidement, Uniplast, c'est une société industrielle spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique. Aujourd'hui, nous avons 3 unités opérationnelles dans les sachets, dans les gounes et dans les articles thermoformés. Tout ce qui est verre à jeter, barquettes, voilà, tout ce type de produits. J'ai décidé de rentrer à Madagascar juste après le Covid. Pour la simple et bonne raison, il y en a 2. C'est que la première, c'est que je suis fils unique et j'ai toujours grandi dans cet environnement d'entrepreneurs. J'ai toujours vu mes parents, les membres de ma famille travailler, créer des choses, créer des entreprises. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Ça, c'est la première raison, pardon. La deuxième, c'est que j'ai eu l'opportunité, justement, Uniplast commençait à grandir à l'époque où je suis rentré. Et c'est un projet qui me passionnait, que je voulais reprendre. Donc, j'ai commencé un petit peu comme Ioannis disait, par le bas de l'échelle. Je ne suis pas arrivé tout de suite en étant DG, mais j'ai commencé vraiment par le bas de l'échelle, à découvrir tous les services, à comprendre, à aller à la rencontre des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on faisait, qui sont nos clients. J'ai vraiment fait un état des lieux qui m'a pris 6 mois pratiquement, et pour ensuite proposer des solutions concrètes et préparer la transition et l'avenir d'Uniplast. Voilà. Merci Akshay. La particularité, je pense, des entreprises familiales, c'est les valeurs qu'elles portent, qui ne sont pas forcément celles de l'entreprise, mais celles de la famille qui l'a créée. Comment est-ce que vous, en tant que, je vais dire le mot héritier des valeurs, est-ce que vous avez choisi de les conserver? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Et comment est-ce que ce fil rouge familial vous aide à prendre des décisions dans l'entreprise? Alors les valeurs familiales, oui, effectivement, je pense que c'est un très bon point. Je pense que la particularité de l'entreprise familiale, c'est vraiment ce transfert de la famille dans l'entreprise.
Donc, pour la société NIV, c'est, enfin, en tout cas, une des valeurs, et celle qu'on a gardée, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Donc ça ne vient pas forcément comme ça. Enfin, c'est pas juste un mot comme ça qu'on écrit sur les murs et dans les petits PowerPoint tout jolis de nos valeurs et nos missions et notre vision. C'est juste parce que concrètement, ma mère, donc, qui a créé l'entreprise, a une de ses valeurs principales, c'est ça, être honnête. Donc on est honnête sur ce qu'on propose, on est honnête sur ce qu'on vend, on est honnête aussi même dans la manière dont on travaille, c'est-à-dire qu'une des conditions, par exemple, commerciales qu'on impose, entre guillemets, c'est tout est déclaré. Donc tu déclares pas, malheureusement, tu viens pas, on ne peut pas travailler ensemble. Donc effectivement, je pense qu'on passe... Enfin voilà, on a fermé les portes à plusieurs peut-être partenariats commerciaux potentiels, mais voilà, ça fait partie des valeurs qu'on a décidé de garder et qu'on continue à garder. Et l'autre, en fait, pour rebondir sur le reste de ta question, ce qu'on a nous rajouté, c'est alors c'est pas vraiment rajouté, mais qu'on a mis encore plus en avant, c'est l'exemplarité, enfin non, l'alignement. L'alignement, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et donc ça rejoint un petit peu l'honnêteté, ça rejoint un petit peu l'intégrité. Et c'est vraiment se dire, aujourd'hui, quand on avance quelque chose, c'est qu'on va le faire ou alors quand on dit quelque chose aux gens, on se l'applique déjà à nous-mêmes. Et après, voilà. Je pense que c'est hyper important et d'autant plus dans cette particularité-là d'entreprise familiale où en fait les gens viennent aussi pour un nombre de valeurs peut-être qui sont un peu plus forts que... je dis pas que c'est plus fort que dans d'autres entreprises, mais c'est beaucoup plus présent en fait. Voilà. Oui, donc moi je suis pas tout seul, donc j'ai mon frère et ma sœur et mon père qui est toujours actif dans le groupe. Donc il y a un truc qui est facile pour se mettre d'accord, c'est les valeurs. Donc on a commencé par ça et on a regardé qu'est-ce qui faisait notre identité un peu entre nous. Donc on a les 3 valeurs du groupe qui sont aujourd'hui, dont une qu'on partage avec le JPM, d'après ce que j'ai entendu. Donc les valeurs de la famille, la responsabilité, avec le sens de responsable de ce que je fais, de ceux envers qui je le fais, et l'agilité, qui est un petit peu liée au contexte, et un petit peu aussi liée à notre histoire, puisqu'on est très diversifié, et ça explique un peu ça. Donc oui, on n'a pas rajouté des valeurs, mais on les a identifiées, puisqu'elles n'étaient pas forcément exprimées avant. Et c'est vrai que ça permet de faire un ciment, justement, lorsqu'on a peut-être potentiellement des discussions ou des sujets où on doit revenir sur des décisions et être en accord avec ça. On n'a pas rajouté en particulier des valeurs sur notre génération. Oui, le point commun avec le groupe Taloumis, c'est effectivement on les a identifiés puisque dans le management d'avant, ça ne faisait pas partie des manières de fonctionner, mais on les a identifiés et je pense qu'en regardant comment procédaient les anciens, on a conservé notamment l'intégrité. Moi, je m'en sers surtout pour faire un plaidoyer. Issa. Oui, je m'en sers surtout pour faire un plaidoyer. Il y a beaucoup de gens que je rencontre ici qui disent maintenant, avec le niveau de corruption que tu as, Amada, tu ne peux pas bosser sans corrompre. Et écoutez, pour l'instant, on se porte bien et on a réussi toujours à éviter. Alors on fait 0 marché public, mais c'est pas grave, on survit sans. Voilà. Et quant aux impôts, aux douanes, vous savez, ils ont quand même besoin de contributeurs sérieux et costauds. Donc je pense que chez ces gens-là, on catégorise celui-là, c'est pour l'enrichissement personnel. Celui-là, c'est pour garder mon poste et je ne peux garder mon poste que si j'encaisse aussi pour le compte de l'État. Et donc, je tiens vraiment à faire ce plaidoyer. Ça fonctionne encore aujourd'hui à Madagascar d'être carré. Le côté carré, on le tient aussi des anciens, parce que, alors, je pense qu'il y a un côté génétique. Schaffner, c'est d'origine allemand, hollandais. Voilà, et on continue avec ça. Chez Uniplast, donc, les valeurs, on les a redéfinies. Elles étaient présentes, mais on les a vraiment mises sur papier il n'y a pas longtemps.
La première, c'est celle qui est commune à nous quatre, je pense, c'est l'intégrité. La deuxième, c'est la discipline. Et la troisième, c'est la passion. La passion parce que il faut savoir qu'on est dans un secteur où on fabrique, on crée quelque chose. Donc, il faut être, je pense, passionné pour le faire. Il faut que les collaborateurs sachent aussi pourquoi ils viennent travailler le matin et qu'à la fin de la journée, ils soient satisfaits de ce qu'ils ont fait. La discipline, on doit fournir un produit de qualité, répondre à des exigences souvent aux normes internationales avec certains de nos clients, d'autant plus qu'on se lance également dans l'export cette année. Donc c'est quelque chose qu'on doit garder. Et les valeurs, je pense qu'elles sont très importantes parce que pour pouvoir perdurer dans le temps, il faut les avoir intégrées et les faire perdurer dans le temps parce que c'est quand même un héritage qu'on nous transmet. On a de la chance d'avoir eu des parents qui nous ont préparé un terrain, en tout cas pour ma part. Et c'est quelque chose que je compte faire perdurer dans le temps chez Uniplast. Merci Akshay. Donc on a parlé de vous, on a parlé des valeurs de votre famille, et maintenant on va parler des autres membres de la famille. Pour ceux qui travaillent encore avec le prédécesseur, comment est-ce que vous gérez la répartition de responsabilités et des prises de décision, si vous travaillez ensemble ou pas, ou si vous avez complètement décidé qu'il y a un patron et pas deux, et comment est-ce que vous avez déterminé le niveau de participation des autres membres de la famille qui peuvent être les frères et sœurs, les cousins, les tontons, les tatis, les neveux, les nièces. Est-ce que du coup c'est un projet familial global qui est au service de la famille ou est-ce que c'est l'inverse? Vous avez 2 heures. Alors déjà, dans le contexte, ma mère n'est plus du tout dans l'opérationnel. Donc, alors c'est pas qu'elle n'est plus là, elle est toujours au président du conseil d'administration. Par contre, tout ce qui est décision opérationnelle, c'est je suis là et en fait je suis pas toute seule parce que moi j'ai repris l'entreprise avec mon mari. Donc on est 2 décisionnaires. Voilà, donc ça pourra faire l'objet d'un autre talk, travailler avec son mari. Voilà, je sors du sujet, mais grosso modo, en fait, on est, en fait, pour le coup, sur cette partie-là, on est vraiment décisionnaire, en tout cas opérationnel. Ma mère est présidente du conseil d'administration, mon frère est administrateur, donc en fait, le conseil d'administration aujourd'hui, c'est un peu notre boussole et aussi notre garde-fou. Alors, je dis pas qu'on fait des bêtises, on en fait, oui, on a fait pas mal d'erreurs, pas forcément de notre fait tout le temps. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui on interagit et en fait on a mis en place, c'était il y a quelques temps déjà, alors c'était pas forcément à l'écrit mais en tout cas on s'est dit, on a délimité on a redélimité un petit peu le rôle de chacun, c'est-à-dire que, alors pas forcément redélimité, ma mère elle a délimité toute seule son rôle en disant moi je suis là pour conseiller, vous vous débrouillez, voilà, c'est un peu le message. Donc je pense qu'il y a moins, en tout cas aujourd'hui, chez Société Nive, on a moins ce rapport prédécesseur avec les actuels dirigeants. Mais voilà, ça reste un autre challenge marital. Chez nous, c'est hybride, j'ai envie de dire. Donc, je ne vais pas dire président fondateur parce que c'est pas... Mais on a un fondateur-président donc, qui dirige le conseil d'administration du groupe et sur certaines filiales. Je dirige la majorité des filiales. Et dans notre organisation, on a certaines filiales qui sont dans l'opérationnel dirigées aussi par des membres de la famille. Donc, soit parce qu'elles sont jugées stratégiques, soit parce que c'est au niveau start-up et qu'on peut vraiment s'impliquer, soit parce que c'est des coups de cœur et on veut les garder en gestion. Donc, c'est assez free. Maintenant, dans la délimitation des responsabilités, il y a le conseil d'administration. On se sert beaucoup de ces outils-là pour justement entériner les grosses décisions opérationnelles
sur des investissements, sur de l'endettement, sur ce genre de choses-là. Mais on est assez... ouais, c'est vraiment hybride. On échange pas mal. On réunit les conseils à la demande. On n'est pas vraiment tous les 3 mois. Enfin, on n'est pas policé comme ça. Donc il y a toujours cette structure, donc fondateur, président, direction générale, administrateur. Donc tantôt j'ai mon frère, ma sœur et mon père en administrateur à un conseil, et tantôt c'est moi qui suis administrateur dans leur filiale. Donc ouais, c'est vraiment hybride. Pas simple, mais sympa. Alors, pour moi, j'ai aucun rapport avec les prédécesseurs parce que ils étaient déjà retirés des affaires. Comme je disais tout à l'heure, il y avait une direction salariée et j'étais plus dans la position d'un repreneur d'une boîte en difficulté qu'un héritier. Au contraire, plutôt, le nom était plus un obstacle puisque j'avais pas de background à faire valoir. J'étais plus à cette place-là parce que j'étais fils d'eux et tout le monde m'attendait au tournant. Alors, il faut savoir que ça fait également partie d'un groupe familial qui est le groupe HV Madagascar. Donc, Uniplast est l'une des filiales que je dirige. Et en fait, chaque membre de la famille a sa propre filiale. On se réunit pour les grandes décisions une fois tous les mois, où on parle vraiment de stratégie, de où on en est, on fait le bilan, où on en était par rapport à l'année dernière, etc. Mais dans l'opérationnel, aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai toujours papa qui est là, qui se place plus en conseiller aujourd'hui et qui me laisse un petit peu faire mes propres expériences. Il y a eu des moments où je me suis trompé, j'ai pris des claques, mais ça faisait partie des règles du jeu. Et aujourd'hui, se positionne plus comme conseiller et me laisse faire mon propre chemin. Au sein du groupe, on mélange pas famille et relations professionnelles parce que ça peut très vite créer des tensions. Et on mise beaucoup sur la communication. Ce qui se passe dans les affaires reste dans les affaires. On peut très bien avoir des discussions assez, comment dirais-je, houleuses, animées au bureau, mais ça ne nous empêche pas le soir de tous nous réunir en famille et parler d'autres choses. Donc je pense que la communication dans les groupes familiaux et dans n'importe quelle entreprise est vraiment très très importante. Merci Akshay. Je reviens sur ce que tu as dit, Frédéric, sur l'héritage du nom qui du coup est très très important en fonction de ce que ce nom a laissé. Comment est-ce que toi, du coup, tu as bâti ta propre crédibilité et tu t'es fait un prénom, si je peux dire? Et comment est-ce que vous arrivez à asseoir votre légitimité dans l'entreprise qui soit au-delà de parce que je suis la fils ou la fille de... C'était très simple, les banques avaient coupé les robinets parce qu'on était en difficulté. Donc là, tu prends tout de suite les décisions drastiques. C'était déjà de virer 2/3 du personnel. Voilà, donc là, tu es tout de suite crédible. L'avenir a montré qu'on a viré ce qu'il fallait virer. Alors oui, encore une fois, c'est peut-être un peu facile parce qu'on est 3. C'est aussi compliqué parce que c'est vrai que les fondateurs ont fait des choses assez impressionnantes dans leur contexte et dans le temps. Et du coup, il y a toujours cette idée de est-ce qu'il va être à la hauteur, est-ce qu'il va pas se planter, etc. Mais comme on le disait tout à l'heure, la communication chez nous, même si parfois c'est houleux, c'est quand même en place. Et il y a cette bienveillance entre nous qui fait que bon, on arrive à avancer ensemble. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi chacun se sent à sa place et qu'on arrive à avancer comme ça. C'était pas vraiment un objectif particulièrement de dire ok, il faut vraiment que je me fasse mon nom, etc. Pas du tout. Et c'est vrai que la considération ici à Madagascar des partenaires financiers ou même des institutions peut jouer sur ce type de représentativité, mais je pense que c'est assez naturel ça aussi. Quand on fait le taf, comme on dit, enfin je vais pas faire de lapsus, mais quand on fait le taf, ça va. Pareil, je pense que je rejoins un peu ce que dit Ioannis. En fait, il n'y avait pas forcément de... En tout cas,
Je pense que déjà, pour moi, personnellement, c'est un peu tôt. Enfin, c'est tôt ça fait 3 ans et demi. Voilà. Et puis, j'ai pas forcément eu cette volonté-là de faire un nom. L'objectif, c'est ça, c'est déjà de travailler, de faire en sorte qu'aujourd'hui, en fait, on fasse perdurer plutôt l'activité, les produits, enfin, qu'on fasse en sorte que la société continue, en fait, de travailler, entre guillemets, parce que après voilà, on se positionne plus en tant que derrière tout ça, derrière tout ce qu'on fait, on a quand même, nous on est 115 aujourd'hui, voilà, on a 115 personnes avec nous, donc en fait c'est ça, c'est plus ça en fait qui nous motive, et en fait c'est plus le focus en se disant ok, aujourd'hui on est là, oui, alors on n'est pas une association, donc oui, on est là pour faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il va servir à quoi? Déjà, il va servir à faire en sorte qu'on pérennise les emplois, qu'on continue à faire les investissements qu'il faut pour continuer à produire quelque chose qui vaut le coup à Mada, parce que c'est un peu le credo, c'est se dire, ok, on a des produits, mais les produits ils doivent être bons, ils doivent être bien, ils doivent être quali, et parce qu'on mérite le quali. On mérite le quali à Mada, on mérite le quali à un prix que la grande majorité devrait pouvoir se permettre. Et donc c'est plus ça qui a motivé, plus que le nom, entre guillemets. Je pense que en fait, c'est pas que ça vient tout seul, mais ouais, tu fais tes preuves en fait sur le boulot, et je pense que ça vient après. Là, je sais pas si c'est déjà venu, en tout cas depuis 3 ans et demi, mais on y travaille. Je vais peut-être quand même rajouter, quand tu es face à la difficulté donc, et que tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas l'argent d'entretenir 300 personnes, à l'époque il faut descendre à 100, tu n'as pas l'argent, tu vires. Je disais, j'étais jeune à l'époque, on a eu la chance, et le facteur chance aussi très important, c'est qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait le fonds d'appui au secteur privé, qui était un projet de la Banque mondiale, et je crois qu'on a dû payer 10% et 90% étaient pris par la banque. J'ai été entouré par les bons consultants qui m'ont aidé aussi à avoir la bonne méthode pour ça. Et puis après, si on veut parler de la chance plus tard, il y a à chaque fois des petits coups de pouce qui arrivent. Comme tu me parlais de conflit, c'est bien, tu as le micro. Je me demande s'il y a eu des désaccords familiaux. Je suis sûre que ça n'arrive jamais. Oh, chez nous, non. Je ne vais pas vous demander de raconter. Par contre, c'est quoi les leçons que vous avez prises de ces tensions en tant que professionnellement et familialement? Alors bien sûr, l'erreur pour moi à ne pas faire, c'était d'arriver dans la boîte et comme étant le fils d'eux à vouloir tout changer et aller trop vite. J'ai donc commencé par aller sur le terrain, gagner la confiance de mes collaborateurs, gagner la confiance de mon père aussi, et lui montrer que j'étais capable demain de reprendre la boîte. Des conflits, il y en a eu, mais ça a été des conflits qui ont été gérés très rapidement, parce que ce que je disais, c'est que c'était la communication, elle doit être très importante. Il fallait pas que je sois frustré dans mes actions, et lui ne pas venir le frustrer et le mettre tout de suite à l'écart, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Et je pense que des conflits, on en a tous, même aujourd'hui, mais il suffit juste d'expliquer, de peser le pour et le contre. Je suis encore jeune, j'ai beaucoup à apprendre, et je pense que son expérience fait le poids également. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on réussit à prendre des décisions. Chacun y trouve son compte, et voilà, si c'est une décision qui peut être prise que par moi-même, j'en assume les conséquences. Si c'est des grandes décisions, on doit se réunir, et encore une fois, je mets l'accent sur la communication. Ça se fait par un dialogue, et voilà. Alors, chez nous, le mot conflit, c'est gros. Donc, on préfère parler de désaccords. Conflit, en général, c'est que c'est vraiment la guerre. Donc, on a des désaccords, évidemment, plus ou moins importants les uns que les autres. Ça dépend évidemment du sujet, ça dépend de la conséquence de la décision, etc. Mais on a déployé une espèce de méthode tout simple de la communication. C'est d'abord cette fameuse phrase qu'on dit entre nous, c'est est-ce qu'on est d'accord qu'on n'est pas d'accord?
D'abord ça, et sur quoi on n'est pas d'accord, et puis ensuite on essaie de trouver les mots, les arguments pour convaincre, puisque finalement ça reste aussi un cercle d'actionnaires qu'il faut convaincre, c'est un board, c'est des co-actionnaires, donc il faut les convaincre, c'est de l'argent, c'est du capital investi, donc il faut que aussi ça réponde à une logique économique, donc il faut convaincre. Et donc on essaie de résoudre ça vraiment par la communication, et si vraiment il n'y a pas de résultat, ben on fait comme à la boxe, deuxième round, troisième round, quatrième round, puis parfois le temps passe, et puis du coup au quatrième round on dit bon de toute façon c'est plus d'actualité, on change. Mais ouais, sur le conflit, je pense que le mot conflit est lourd, parce que ça veut dire vraiment qu'il y a la guerre, et c'est pas, disons qu'on n'a pas encore, et j'espère qu'on l'aura pas, vécu ce type de situation. Mais les désaccords, c'est ouais, tous les jours. Tous les jours. Oui, des désaccords, bien évidemment. Moi, je rajouterais peut-être juste peut-être la spécificité dans une entreprise familiale, c'est que on a beaucoup de mal en fait à ne pas prendre personnellement certaines choses qui sont dites, parce qu'on reste quand même dans la famille. C'est-à-dire que même si on est dans le cadre du travail, ça reste quand même les membres proches de votre famille qui vous font des remarques, ou en tout cas avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et donc, alors, une des méthodes, je ne dis pas qu'elle marche, voilà, ça dépend des contextes, des familles. En tout cas, chez Société Nive, ça a été vraiment de verbaliser les désaccords. Enfin, quand je dis verbaliser, c'est en fait, on a constaté que souvent les désaccords venaient de la forme et pas du fond. C'est-à-dire qu'on veut faire la même chose mais différemment, donc forcément ça part en cacahuète, parce que chacun reste campé sur ses positions en disant ben non, ça a toujours marché de mon temps. Pardon maman. Mais voilà, c'est pas que ça ne marchera pas, c'est juste qu'en fait on a aussi une autre manière de voir. Et en fait, en tout cas, moi, personnellement, les désaccords ont toujours été sur ça. Enfin, en tout cas, les gros désaccords, ça a souvent été sur la forme. Pas forcément sur où est-ce qu'on veut aller, mais comment on va le faire. Et c'est vrai que là, verbaliser, ça permet déjà de prendre du recul. Et ça, c'est hyper important de prendre du recul rapidement, parce que vous êtes toujours face à votre famille. Quoi qu'il arrive, c'est la famille qui est en face de vous. On va se retrouver dimanche à manger ensemble. Donc en fait, si on a une espèce de rancœur qu'on n'arrive pas à faire partir, c'est difficile. Et encore une fois, voilà, je pense que la gestion de désaccords doit vraiment, est hyper personnelle, spécifique à chaque entité. Mais en tout cas, nous, c'est un peu ce qu'on a trouvé, c'est verbaliser, se dire, ok, où est-ce qu'on n'est pas d'accord, enfin, on est d'accord ou pas, ce que tu disais, et où est-ce qu'on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Et donc ça, en fait, le fait même juste de verbaliser, ça permet déjà de prendre une position un petit peu plus haute et de laisser parce que ça joue énormément à l'affect. Alors, il y a des gros désaccords dans les entreprises. Mais je pense que voilà, l'entreprise familiale fait que l'affect peut prendre des proportions assez élevées. Alors, tout simplement, je n'ai pas répondu en premier à cette question. Je ne suis pas dans cette situation-là. Les autres membres de ma famille sont juste des actionnaires passifs. Donc, je ne suis en prise avec personne sur le quotidien ou sur les opérations. Ils sont contents des dividendes versés. Donc, dans la continuité de ce que tu as dit, Nive, par rapport à l'innovation et votre vision à vous de l'entreprise, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place qui était peut-être nouveau? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire évoluer l'entreprise? Alors non, je réfléchis en même temps, c'est un pro total. Innovation, alors je pense que, en tout cas là, depuis 3 ans et demi, on n'a pas vraiment d'innovation technologique qu'on a mis en place, en tout cas dans le sens nouvelle chose. Peut-être plus dans les procédures, je dirais, c'est-à-dire renforcer un petit peu, sachant qu'on a quand même grandi petit à petit. Donc quand ma mère a commencé, c'était il y a 25 ans, il y avait 10 personnes. Aujourd'hui, on est 115, donc on a une croissance qui n'est pas non plus exponentielle. On a vraiment une croissance qui suit, qui est assez linéaire. Donc ça nécessite de restructurer
alors pas quotidiennement, mais en tout cas même d'un mois à l'autre, de se dire ok, là ça fonctionne plus, comment on fait? Et donc c'est plutôt je pense cette culture-là d'agilité. Enfin, je pense que c'est toi qui disais tout à l'heure l'agilité. En fait, elle est primordiale. Alors je dis pas que c'était pas le cas avant, c'est juste qu'aujourd'hui on est dans un contexte où du coup on a besoin de changer, enfin de changer de perspective et en tout cas d'être beaucoup plus ouvert et agile sur tout. Que ce soit sur l'innovation produit, surtout aussi sur les process internes, sur même notre manière en fait d'aller chercher les clients, notre manière de communiquer. Et je pense que c'est ça. Enfin, c'est pas une innovation, c'est plus une manière d'appréhender le marché qui est un peu différente. Nous, de notre côté, sur l'innovation, j'ai envie de dire c'est aussi là différent parce qu'on a des structures qui sont à différents stades de vie. Évidemment, on a des entreprises qui sont présentes depuis longtemps et sur lesquelles on a dû innover en termes de process industriels, en termes de transformation et en termes d'outils purs. Donc là, je vais parler purement de digitalisation, les systèmes d'information, ERP, le travail collaboratif suite au Covid, etc., où on s'est rendu compte que notre ancien système était difficilement vivable dans une circonstance où ça pourrait se repasser. Donc on a investi plus là-dedans et depuis, on va dire une dizaine d'années, mais encore plus ces 5 dernières années, on investit beaucoup dans la ressource humaine, donc aussi bien dans les process, l'amélioration continue, la formation des cadres. On est sur une logique où on essaie de contrer un petit peu les idées reçues qu'on a ici en disant on n'a pas de compétences, ils sont pas capables, etc. Et je pense que c'est faux, évidemment, et tout le monde n'est pas parfait. Mais je pense que si on arrive à mettre en place ces systèmes pour les faire progresser, je parle de tous les collaborateurs, et moi y compris, c'est quelque chose d'assez important. Donc, et peut-être ça n'existait pas avant. C'est-à-dire dans un système paternaliste à l'ancienne, c'était bon, on décide et on avance comme j'ai décidé. Aujourd'hui, on essaie plus de déléguer, de mettre en place les matrices d'autorité, les délégations de décision, etc. Donc je mettrais ça plus dans l'innovation et c'est là où on met l'accent. L'IT, ça a été vraiment Covid et post-Covid. Et l'outil industriel, c'est en fonction du besoin des activités. Après, il y a les mêmes problématiques sur la trésorerie, où il faut parfois être inventif sur comment on fait pour financer la croissance ou comment on fait pour financer les investissements qui, aujourd'hui, pour certaines banques, c'est pas forcément bancable. Et puis, il faut faire croire que ce produit va marcher à des financiers. Ils vont dire, bon, hein, oh, c'est pas grave, je repasse le bonjour, c'est des amis, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'ils comprennent parce qu'on n'est pas les seuls dans ce secteur-là, donc dans ce cas-là. Mais je pense que c'est important d'investir dans la main-d'œuvre ou dans les collaborateurs. Sur la formation, on a des outils maintenant avec le FMFP, c'est assez bien rodé maintenant, ça fonctionne pas trop mal. Et je pense que c'est, on va dire, nous, la plus grosse innovation qu'on a fait sur ces dernières années, c'est vraiment ça. Nous, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui était très structurée, qui après a eu du plomb dans l'aile, donc j'ai hérité de quelque chose de structuré. Peut-être qu'est-ce qu'on a mis en place de structurant et de fondamental? C'est démarche qualité, culture qualité. Je parlais du FASP, Fonds d'appui au secteur privé. Bon, on avait profité de la restructuration pour intégrer une culture qualité, et ça, c'est l'amélioration continue. Donc du coup, quand on est dans une culture d'amélioration continue, on fait de la veille sur les meilleures pratiques. Il y a plusieurs siècles pour le faire. JPM, CJD, l'APM, etc. J'ai des clins d'œil à quelques clubs que je connais en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le management positif qui semble avoir fait ses preuves et on suit le mouvement. Je rejoins un petit peu Nive et Ioannis. L'innovation qu'il y a eu chez Uniplast. On a commencé il y a 10 ans maintenant avec 5 machines et 35 collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons 350 collaborateurs, 3 unités opérationnelles comme gérées. Donc, ça a été surtout une innovation en termes de management, en termes de restructuration et en termes de prise de décision. Actuellement, on est sur un projet qualité. Donc, je rejoins Frédéric, où nous sommes en train de passer des certifications
HACCP, ISO 9001, FSC 22000. Donc, et on mise énormément sur la formation de nos collaborateurs. Donc ça a été, depuis que je suis rentré et que je commence à prendre les rênes, entre guillemets, de vraiment restructurer l'organigramme même de la boîte. Chaque personne doit savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, et ça c'est important. Voilà. Alors vous êtes tous les 4 très différents, en âge, en taille d'entreprise, en histoire d'entreprise, mais vous avez une chose en commun, c'est que vous êtes tous de la 2e génération. Et est-ce que, en tant que 2e génération, vous préparez la 3e génération? Est-ce que vous avez envie de transmettre? Et est-ce qu'eux ont envie de transmettre? Il y en a qui sont loin, mais qu'est-ce que l'entreprise va devenir à la 3e génération? Moi, je suis loin encore hein, de la 3e génération. Alors la 3e génération, elle a 11 ans du côté de mon frère et 7 ans de mon côté. Bah, j'avoue que c'est encore un peu... Enfin, je n'ai pas pensé pour le moment. Effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'on anticipe. Alors oui, ça va se faire. Je pense que c'est important de transmettre. Après, transmettre à la génération d'après, il faudra peut-être... Non, il n'est pas là, mon frère. Il faudra peut-être lui poser la question aussi. Moi, j'avoue, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ma fille, elle est plus sur autre chose et pas du tout sur ça. À 7 ans, c'est un peu compliqué. Ouais, pareil, je pense que c'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on est dans un groupe familial, on a tendance à dire qu'on est de passage. On est finalement un relais sur un marathon, donc pourquoi pas, c'est forcément dans un coin de la tête de se dire ah, tiens, ça serait rigolo que la prochaine génération continue. Peut-être pas forcément dans les mêmes conditions, peut-être pas forcément dans les mêmes secteurs. Donc là-dessus, par contre, ce qui nous, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire et ce qu'on essaie de faire en famille, c'est de transmettre au moins les valeurs. Et ce côté un petit peu entrepreneurial. Après, le monde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si vous le connaissez, c'est difficile de répondre à la question. Ça reste une potentialité, mais c'est pas prévu, c'est pas planifié. Non. Je suis un peu plus concerné, je suis l'aîné du panel. Mes enfants ont 23, 21 et 19 ans. Aucun ne fait d'école de management ni école de commerce, plutôt école d'ingénieur ou psychologie. Donc, ils peuvent toujours bifurquer par la suite. Mais franchement, je ne les conditionne pas ni en faveur ni en défaveur de revenir sur Mada. En fait, c'est ça. On est en train de parler de revenir sur Mada et après, accessoirement, de gérer une boîte. Franchement, Madagascar et le monde sont si incertains de nos jours que je me garderais bien de vouloir les mettre sur de quelconque rail. Alors, je suis le plus jeune, donc chez moi, la 3e génération, elle n'a pas encore vu le jour. J'espère bientôt. Mais je pense que ça, seule l'expérience nous le dira, seul le temps nous le dira. Aujourd'hui, je suis encore en plein apprentissage aussi. Je suis en train je suis de la relève. Donc, seul le temps dira. Et comment je transmettrai? Je pense que je transmettrai de la même manière que j'ai reçu un héritage de mes parents. Et je ne reproduirai pas peut-être les mêmes erreurs ou je serai un peu plus, j'accepterai le changement parce que je serai passé par là. Donc, à voir. Merci à vous 4. On va les applaudir, je pense. Et on va laisser la parole au public. Et je pense qu'il y aura des questions intéressantes de personnes qui viennent d'entreprises familiales qui ne sont pas forcément de grosses boîtes. Le micro, il est avec moi. Oui, bonjour à tous, merci pour ces belles présentations. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Si vous êtes là, 2e, 3e génération, je voulais vous demander pourquoi vous êtes là. Bon, Frédéric, il a dit clairement, mes enfants, je ne les
n'inscris pas pour venir à ma suite, mais si vous êtes là, pourquoi? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont convaincu et de quelle manière vous êtes convaincu d'être là? Voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport au conseil d'administration. À vous entendre, à moins que je me trompe, comme c'est une entreprise familiale, les membres du conseil ne sont que des membres de la famille. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire appel à des administrateurs indépendants, notamment pour régler les désaccords éventuels qui peuvent exister entre les membres de la famille? Voilà. Ça va bien. Je fais après cette Merci pour la question. Alors, pourquoi je suis là? D'abord parce que je suis né, j'ai grandi ici et je considère être dans mon pays. Donc, c'était assez naturel de rentrer à Madagascar et d'y vivre. De travailler et de faire quelque chose que j'apprécie, c'était encore mieux. Donc, déjà, on va dire, dans cette... Donc, ça fait 16 ans maintenant que je suis rentré. Je pense dans les 10-15 prochaines années, jusqu'à ce que les enfants soient en capacité de dire oui ou non, ou ça m'intéresse ou pas du tout, je vais dire que je vais essayer de profiter moi et de faire en sorte que ça me plaise et que ça continue. Donc je pense que c'est la principale raison. J'ai un profond attachement à Madagascar, à ce qu'on réalise tous les jours et à ce qu'on veut développer pour demain. Donc ça, c'est une des raisons principales à mon niveau. Et dans le conseil d'administration, alors nous, il y a 2 ans, on a intégré deux administrateurs non familiaux. J'ai envie de dire naturellement, puisque ce sont des personnes qui ont plus ou moins été conseillées autour des membres de la famille, notamment sur les aspects business. Et donc, ils sont installés comme administrateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des sujets qu'on a, et notamment dans le recrutement d'administrateurs qui soient qualifiés par rapport à des problématiques ou par rapport à un besoin spécifique. Et c'est vrai que c'est un avantage, c'est un sujet d'actualité pour nous. Voilà. Bonsoir, merci pour la question. Pourquoi je suis là? Effectivement, pourquoi je suis là? Je me suis posé la question plusieurs fois. Non, la réponse, elle rejoint un peu ce que disait Ioannis, c'est-à-dire que trouver un sens à ce qu'on fait. J'avais commencé tout à l'heure la locution en disant en fait, moi je suis marketeuse, c'est ma formation, j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans le marketing. À un moment donné, je ne me voyais pas faire ça encore 15 ans. Voilà. Et voilà, oui, le savon, non, c'est pas le savon. Enfin, je ne suis pas revenu pour le savon, je ne suis pas revenu pour les produits d'entretien. Je suis revenu plutôt pour un projet. Il s'avère que c'est un projet familial, ça aurait pu être autre chose. Mais le projet, il est surtout de se dire, voilà, on va travailler à faire avancer peut-être à notre échelle. Alors, je ne suis pas du tout dans des considérations de changer le pays, etc. C'est déjà se dire, tiens, on crée de l'emploi, on crée quelque chose, on crée de la valeur, entre guillemets, de la valeur, peu importe, on est dans le produit, donc on crée de la valeur. Et je pense que c'est ça qui a donné le sens. Est-ce que j'ai été influencée? J'aurais tendance à dire que non, mais je pense que si quand même, parce que déjà j'ai fait une école de commerce, donc je pense qu'en fait, quelle est la part d'influence et d'inception de ma mère? Je ne sais pas, je pense que ça travaille quand même dans la tête. Je me suis toujours posé la question de, oui, en fait je suis revenue, mine de rien, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait des études de management, même si j'étais pas du tout dans la voie de reprendre l'entreprise. Donc je pense que ça a quand même joué. Je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui se jouent, il y a des patterns dans la tête qui jouent et qui influencent le fait de rentrer ou pas, enfin en tout cas le fait de reprendre ou pas l'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Sur la question du conseil d'administration, aujourd'hui je pense que non, on ne se pose pas encore la question et peut-être qu'il faudrait qu'on se pose la question. Mais c'est vrai qu'on est encore à un stade où on s'estime petit. Donc en fait, effectivement, le conseil d'administration est composé exclusivement des membres de la famille pour le moment. Et on sait pas encore, on n'a pas encore réfléchi à intégrer une personne en externe. Voilà. Pourquoi je suis là? C'est simple, j'ai beaucoup reçu de séances de partage, donc je contribue aujourd'hui et je recevrai beaucoup plus tard aussi. Donc c'est simple. Gagnant-gagnant. Conseil d'administration, comme je disais, justement, moi je suis plutôt proche de la sortie aujourd'hui. Donc ces problématiques de
de gouvernance future, je commence à tester. Franchement, les administrateurs extérieurs qui ne sont pas partie du quotidien de la boîte, je reste encore à convaincre. Je pense plutôt aujourd'hui à des solutions d'intégrer à la fois au capital et au CA les salariés qui remplissent certaines conditions. Bonsoir, merci pour la question. Pourquoi je suis là, c'est avant tout un choix. C'est parce que j'avais envie de revenir. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là d'entrepreneur où j'ai vu mon père travailler. J'ai vu, quand je revenais en vacances à Madagascar, j'y allais faire un tour dans la boîte. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis, juste un peu avant le Covid, on a eu ce projet d'extension qui m'a parlé, qui a fait sens. Et voilà, c'est naturellement que j'ai décidé de rejoindre et de rentrer au pays. Et je fais aussi un petit peu partie de cette génération-là où on veut tout vite changer et on veut faire bouger les choses très rapidement. J'ai été influencé également par d'autres membres de la famille qui, eux, après avoir passé plusieurs années à l'étranger, sont rentrés au pays et ont rejoint leur groupe familial, par des amis également. Et donc, c'était un choix personnel également. Concernant la question du conseil d'administration, aujourd'hui, dans le day-to-day, on est décisionnaire à 100%. En revanche, sur les grandes décisions stratégiques, nous avons un CEO groupe qui intervient et qui est non membre de la famille. Pour certaines décisions également de type financière, etc., nous avons des cadres dirigeants non membres, non familiales. Et donc, ça nous permet aussi d'éviter certains conflits. Voilà. Autre question ? Alors, un de ce côté et un autre tout au fond là-bas. Je vais faire le tour après. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis Ronak. Je fais partie du groupe Tanatech dans l'énergie solaire. Donc, ma question, je remercie déjà le panel pour le partage. Mais ma question vient dans la famille. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de conflit. Et conflit, c'est un grand mot, donc on va dire qu'on n'est pas d'accord. Et comment gérer ça? Est-ce que vous avez des conseils quand on n'est pas d'accord? Et ma deuxième question aussi, c'est comment faire en sorte de ne pas emmener le boulot à la maison? Surtout que quand on habite ensemble, parce que des fois c'est assez compliqué pendant le dîner. On a fait du matin au soir, on était au boulot, donc parler de boulot aussi, le soir, ça devient compliqué. Et l'ancienne génération, des fois, a le mal de faire cette différence, on va dire. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour faire comprendre, entre guillemets, l'ancienne génération? Moi-même, je suis là dans la deuxième génération pour reprendre l'entreprise familiale. Voilà, merci. Bonsoir. Alors, rebonsoir. Juste sur la partie peut-être comment faire comprendre à l'ancienne génération de ne pas trop parler de travail tout le temps. On a mis en place, alors je sais pas, ça n'a pas duré très longtemps, mais pendant un petit moment c'était pas mal. On a mis, on s'était donné une règle du dimanche sans travail. Donc quand on se voyait le dimanche, on parlait de tout sauf du travail. Et si on voulait parler de travail, on se mettait un petit créneau horaire à un moment donné du dimanche. Bon, souvent, ça arrivait après le déj, voilà. Mais oui, parce que sinon, concrètement, c'est compliqué. Et je rebondis un peu sur ça parce que là, du coup, il y a ce côté générationnel. Et moi, j'ai l'autre pendant de comment couper quand on est mari et femme et qu'on travaille dans la même entreprise et que, en fait, voilà, on ne parle que de ça. Ça, je sais pas. J'ai pas la solution si vous l'avez. Je suis preneuse, mais en fait, alors je pense que je suis moins compétente que mon mari. Mon mari, lui, il coupe plus. Il a vraiment cette faculté-là. Moi, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui.
Mais voilà, en tout cas, sur la partie entre les générations avec les parents, c'est vrai qu'on a testé ça en se disant, bah ok, le dimanche, alors le samedi c'était compliqué, le dimanche quand on se voit, on parle pas de travail, en tout cas pendant quelques heures, et puis après, si on veut, on continue un peu. Mais au moins se laisser quelques heures de répit pour parler d'autre chose que du travail. Je pense, chez nous, c'est vrai que c'est là où on a le temps, en fait. C'est quand on est jeune ou quand on dîne, on a le temps de parler boulot. Non, je pense que ça fait plaisir. Nous ce qu'on essaie de faire, c'est que quand il y a un sujet boulot qui arrive à table, notamment le dimanche en famille, c'est de moins en moins. Quand il y a des petits-enfants, c'est plus facile. Mais dans la semaine ou le midi ou le soir, on dîne ou on déjeune ensemble et qui sont abordés. Et si c'est des sujets qui méritent plus longue discussion, on coupe et on dit ok, on en discute, on fait un conseil, on discute pour ça. Et si c'est des sujets opérationnels, on prend la décision rapidement. Mais c'est vrai que comme un vrai problème à gérer chez nous, c'est presque encore une fois naturel. Quand c'est des gros sujets, par contre, on coupe parce que sinon on fait que ça et c'est pas cool pour les autres. Donc on a mis en place cette méthode. Ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, pour la résolution des désaccords, ouais, la communication, on l'a dit. Il y a un truc qu'on fait pas trop attention, mais c'est savoir qu'on parle de la même chose. Parce que quand on dit les frais généraux ou le résultat, c'est quoi exactement? C'est important de trouver un lexique qui permet à tous de parler de la même chose et en visualisant la même chose. Parce que au-delà de l'émotion qui effectivement est le critère principal qui fait que les conflits ou les désaccords sont vécus différemment ou plus intensément, c'est ce côté on parle de la même chose. Est-ce qu'on est d'accord qu'on parle bien de la même chose? Donc ouais, peut-être trouver de la communication et se poser. Je crois qu'un combat de boxe, il y a 12 rounds. Donc il y a le temps. Ça concerne pas Fred. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter les conflits, c'est juste la communication et imposer aussi quelque part, parce que demain c'est à nous de la reprendre, donc pas imposer, mais maintenir son idée, défendre son idée, mais ça se passe par de la communication. Maintenant chez nous, quand le sujet revient à table le soir, on évite tout simplement d'en parler. C'est une règle qu'on s'est fixée, c'est qu'on ne ramène pas le boulot à la maison. Peu importe que ce soit des petites discussions ou des grosses décisions, tout ce qui se passe au boulot reste au boulot et on ne ramène pas ça à la maison. Voilà. Ronak, tu as compris, créer un ring et pas à la maison. Alors, il y avait une question tout au fond. En marchant, Ronak fait partie du PM. La première question vient d'un membre fondateur. Et je veux bien que vous vous présentiez avant de poser la question, si vous faites partie du JPM. C'était quelque part par ici? Asnen. Alors, bonsoir à tous. Asnen Taora, du groupe Rianis, mais plus connu. Pardon. Ma question, Ma question, je pense, ne concerne pas tous. Tout à l'heure, était intéressante, c'était la deuxième génération. Mais avant de parler de la troisième génération, j'ai mon frère avec moi aujourd'hui. On est deux frères dans une entreprise, un groupe avec le patriarche qui est là aussi. Donc avant de penser à la troisième génération, comment est-ce que c'est organisé aujourd'hui? Ça m'intéresse de savoir comment vous avez pensé à la question entre la première génération et la deuxième génération. Si on a la chance, comme de grands groupes français aujourd'hui, qu'on voit, qui nomment un des enfants pour reprendre la place du paternel, si on a cette chance-là, c'est très bien. Mais dans le cas où on n'a pas cette chance et que malheureusement un patriarche nous quitterait du jour au lendemain, comment est-ce que vous avez pensé à cette situation-là? Qui a le devoir de reprendre cette place-là? Est-ce que c'est l'aîné? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui il perd plus d'affinité
ou pas? Comment vous avez pensé à cette question-là? Merci beaucoup. Choix cornélien, à vous la parole. C'est pas juste. Merci pour la question. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a des fondateurs ou des patriarches qui sont dans l'ancienne génération, et souvent si c'est deuxième génération ou si c'est des fondateurs from scratch, ça diffère. Et ils n'ont pas forcément le réflexe de dire tiens, je vais préparer la succession. Et désolé, c'est à la deuxième génération de s'en occuper. Et on a la chance aujourd'hui, grâce à l'éducation, grâce à plein de forums, notamment, je suis sûr, comme le JPM, d'avoir accès à des experts, à des connaissants, à des experts, pas prendre la décision à votre place, mais ça vous conseiller ou vous tenter. Donc nous, on l'a fait. Donc on est passé par des avocats pour faire ce qui s'appelle un pacte d'actionnaires, on est passé par des formations en école, on est passé par des séminaires dédiés au family business et principalement à la gouvernance. Ça dépend aussi c'est vrai que ça dépend aussi de l'importance que ça a pour chacun d'entre nous, j'ai envie de dire, dans la seconde génération, mais dans la première génération aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quasiment une science exacte aujourd'hui, quoi. Il y a la particularité de chaque famille fait que les règles vont différer, mais le cadre ou le corps, vous allez sur Internet, vous avez tous les éléments. C'est pas compliqué. Alors qui prend la place? Plus pas. Joker. Tirage au sort. Non, c'est pas écrit, c'est pas défini. Si on se fait confiance aussi, on se fait confiance et je pense que ça sera une décision familiale. On a tendance à dire que chez nous il y a beaucoup d'alternance, on change beaucoup, personne n'est vraiment attitré. Donc ouais, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais sur la partie d'organisation, aujourd'hui il n'y a plus de secret là-dessus. Et il y en a plein dans le monde entier qui sont prêts, ils sont capables d'apporter leur éclairage sur tes besoins. On dirait que lui qui veut répondre. Donc on va passer à la prochaine question. Est-ce qu'il y a une prochaine question? Vous avez jusqu'à 8h15, enfin 20h15, pardon. Ah, on sèche. On sèche vraiment là? Ah, quand même pas. Bonsoir, je m'appelle Swami Adan. À vrai dire, j'ai énormément de questions, mais donc je dois faire un tri dans ma tête parce que on va essayer de prendre les plus pertinentes. La première était, après je pense qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde réponde à toutes les questions parce que je vais les déballer et puis à votre choix. Moi je suis à Madagascar depuis 5 ans et je connais énormément de turnover. J'ai un cabinet donc de conseil, donc je suis avocate. Et le sujet c'est comment avez-vous peut-être, si vous avez fait face à ce turnover des employés est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez connu ça et quelle stratégie avez-vous mis en place? Une autre question serait, qu'est-ce que, en tant que manager, qu'est-ce que vous avez apporté de plus ou en plus par rapport à vos anciens? Parce que par exemple, nous, il y a le numérique actuellement, donc nous, on travaille beaucoup avec l'IA, parce que ils ne faisaient pas. Et puis, si depuis, il y a eu en fait des évolutions majeures dans votre structure de par vos ajouts, votre cursus peut-être universitaire, qu'est-ce qui a pu en fait changer un peu la donne? Et puis voilà, je pense que je m'arrêterai là, j'en ai plusieurs, mais allez, c'est déjà 3. Le turnover, écoute, il y a plein de bonnes pratiques qui sont disponibles aujourd'hui. On parlait du management positif. Il n'y a pas que l'argent, il y a l'ambiance au travail, ta politique de formation au travail, ta marque employeur. Ça se fait sur du long terme. Voilà. L'IA, on parlait tout à l'heure de la nécessité de faire de la veille. C'est d'autant plus d'actualité que les choses s'accélèrent encore plus. Aujourd'hui, alors c'est vrai que ton métier est immédiatement concerné. Dans les nôtres aussi, très certainement, il y a beaucoup de postes, même si on est à MADA, qui vont être
vont être concernés. La dernière question, c'était par rapport à... Alors oui, la différence, clairement. Moi, je n'ai connu que les entreprises en France, enfin, à Paris, parce que c'est encore beaucoup plus spécifique. J'ai travaillé 15 ans dans le marketing. J'arrive à Mada en me disant « Ouais, ça va ». En fait, non, ça va pas. Déjà, c'est se réapproprier. En fait, je pense que je sais pas si j'ai apporté, je sais pas si en tout cas si au bout de 3 ans et demi on a vraiment apporté quelque chose, parce qu'en fait on était déjà là pour apprendre de cet héritage-là, se dire ok, on est ici, le but c'est effectivement peut-être de changer, j'en parlais tout à l'heure sur la partie process, mais surtout intégrer en fait la manière de travailler à Mada, intégrer la manière de collaborer avec les personnes à Madagascar, qui est pas du tout la même. Après, encore moins dans une entreprise familiale de 100 personnes quand on a bossé dans des grosses boîtes ailleurs. Et je pense que déjà, alors, pour moi aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai apporté. Enfin, je ne dis pas que j'ai pas apporté quelque chose de nouveau depuis 3 ans et demi, mais en fait, ça a déjà été un apprentissage, en fait, un réapprentissage de comment travailler à Mada, comment faire en sorte que l'entreprise déjà fonctionne correctement avec quelqu'un qui, moi pour le coup, c'est vraiment parachuté, hein. Enfin, j'ai pas d'autre mot pour le dire. Même si j'ai une base de management, voilà, je ne connaissais pas l'industrie, je ne connaissais pas l'industrie du savon liquide à Madagascar, qui est quand même très spécifique. Et voilà, donc je pense que là où on a un éclairage, c'est plus ouvrir en fait des perspectives aux gens en disant ok, on a des méthodes qu'on a appliquées depuis 20 ans. Il y a d'autres méthodes qui existent. Et en fait, c'est plus s'ouvrir à autre chose. Pas forcément tout de suite les appliquer, mais se dire, OK, on a d'autres choses qui existent. Et en fait, ce travail sur la curiosité intellectuelle, sur la curiosité même de méthode, sur la curiosité d'autres choses se font. Pas forcément applicable à Mada, pas forcément applicable au contexte où on est, mais d'autres choses peuvent se faire. Et en fait, juste cette ouverture-là permet justement de faire, peut-être pas tout de suite monter en compétence, mais en tout cas faire bouger dans la tête les choses. Ça répond bien à ta question? Non mais vas-y, continue. Hein. Merci pour la question. Sur le turnover, c'est vrai que c'est un peu flippant, mais je pense qu'il faut aussi comprendre pourquoi il y a le turnover. Si le turnover est lié au fait que, par exemple, le management ou le chef d'équipe, parce qu'il y a beaucoup de l'humain en fait. Déjà, la première raison, et tu l'as dit, c'est pas forcément le salaire. Après, il y a évidemment les conditions salariales qui jouent encore plus à Madagascar parce que le contexte est difficile pour beaucoup de personnes. Et donc, le turnover, je pense qu'il faut identifier parce que parfois, il n'est pas forcément négatif. Par exemple, nous, on est dans une activité de boulangerie. Okay. Comment tu fais quand tu dois produire 10 000 pains par jour? Tu ne peux pas avoir 50 000 personnes pour faire 10 000 pains par jour. Donc il faut moderniser et tu changes de compétences. En fait, tu recrutes ou tu formes les personnes qui étaient boulangers peut-être à l'époque et tu les fais devenir machinistes, etc., etc. Donc je pense que c'est important dans le turnover d'identifier pour quelle raison il y a le turnover et en fonction de cette raison-là, d'essayer de voir comment tu peux gérer ou qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier pour modifier ça. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à croire que le salaire fait tout. Encore plus à Madagascar, c'est facile d'y penser, mais je suis assez convaincu comme Fred sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de fidélité, beaucoup d'empathie sur les entreprises, notamment familiales, où tu peux créer du lien. Donc ça je pense que c'est une vraie force des entreprises familiales. Sur l'aspect innovation, alors j'ai vu mon père être réticent au téléphone portable à l'époque, donc et aujourd'hui il est joignable et c'est lui qui appelle tout le monde jusqu'à n'importe quelle heure. Donc je reste avec de l'espoir sur leur capacité à s'adapter. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est un refus ou est-ce que c'est juste j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai plus envie de le faire. Par contre, c'est important de l'avoir et il faut avancer là-dessus.
Donc aujourd'hui, nous, c'était le sujet, le RP, investir dans un ERP, c'est un vrai investissement. Bon, pendant longtemps, ça a été considéré comme un coût, en fait. Donc ça, on peut supprimer, ça, on peut supprimer. Non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, mais il faut expliquer. Donc je pense que c'est un autre sujet important. Maintenant, dans ce qu'on peut apporter, je rejoins parfaitement ce que Niv dit, il faut s'ouvrir au monde. Ça bouge tellement vite. Et quand on dit le monde, on a tendance à penser les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, mais ça bouge beaucoup en Afrique aussi, ça bouge beaucoup dans la zone même, et même Madagascar, ça bouge. Donc je pense que la curiosité est importante. Moi, je pars du principe que la formation et l'auto-formation est nécessaire, obligatoire. Enfin, c'est un parti pris que j'ai, et que j'ai pris depuis longtemps. Donc, ouais, il faut partager. Même si on a l'habitude de dire « ouais, mais ça marchera pas à Madagascar, jamais on pourra faire ça à Madagascar », plus on va y croire, et moins ça va se réaliser, en fait. Donc, si on arrive à changer un petit peu cet état d'esprit, je pense qu'on pourra faire même des choses qu'on n'aurait pas pensé qu'on pourrait faire. Juste, je me permettrai de rajouter quelque chose sur le turnover. Chez nous, depuis 10 ans, on a toujours les mêmes personnes qui travaillent. Et j'ai réussi à comprendre pourquoi on n'a pas eu beaucoup de turnover. C'est parce qu'on oublie une chose, c'est qu'il faut aussi être misé sur la proximité avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, chez nous, on a le bureau de la direction, mais on n'a qu'une seule porte et elle reste ouverte. Donc n'importe quel collaborateur peut venir discuter avec nous, que ce soit pour des idées, pour un problème, pour une demande. Et c'est ça nous évite énormément de turnover. On est aussi sur la méritocratie, donc il y a forcément l'aspect salaire, mais ce qui nous aide à avoir très très peu de turnover et d'intégrer rapidement les nouveaux collaborateurs, c'est cette proximité qu'on a avec nos collaborateurs. On est présent sur le site 6 jours sur 7. On va à l'encontre de nos collaborateurs, les nôtres viennent dans le bureau. On n'a tout simplement pas de protocole, et ça c'est quelque chose que mon père a instauré depuis le départ et que je compte prendre ça pour la suite. C'est d'éviter qu'une fois que la boîte commence à grandir, que la direction prenne un peu le melon aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la proximité avec les collaborateurs chez nous, elle est très importante. Voilà. On a une question là, une là et une là. Ça fait 1, 2, 3. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Je ne suis pas membre du GPM, mais je suis abonnée aux Afterwork. J'ai 3 questions. Vous avez commencé à parler de turnover, et ça tombe bien, comme je travaille dans les RH, c'est une question sur les ressources humaines. Est-ce que, à votre niveau, en tant que groupe familial, vous avez une stratégie RH? Par stratégie RH, je ne parle pas de la paye et de l'admin, parce que la RH, c'est bien plus que ça. Deuxième question, c'est si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose et de la même façon? Est-ce que vous revivriez cette expérience-là comme ça? Et troisième question, c'est par rapport à vos concurrents, comment vous faites face? Parce qu'une majorité, ce ne sont pas des groupes familiaux. C'est soit des groupes internationaux, et vous, c'est plutôt à niveau familial. Donc, comment vous faites face à ça? Merci. Je vais répondre par la dernière déjà. Nous, dans notre historique, on a eu la chance de partir de haut, de tomber bas et après de se redresser. Donc on avait déjà les bonnes pratiques, la structuration, les process. Je parlais de l'ADN allemand bien structuré, ça a beaucoup aidé. Donc on s'est remis à nouveau dès qu'on a eu les moyens, qualité, etc. Donc voilà, on ne craint pas la concurrence des groupes internationaux qui sont là. Je pense qu'on se débrouille très très bien avec ce qu'on fait. Ce sont les boîtes qu'on représente qui nous le disent, c'est pas moi. Est-ce que si c'était à refaire, c'était une question par rapport à nos parcours personnels? Moi, clairement, on ne m'a pas posé la question. J'avais dit tout à l'heure que par rapport à l'historique de la boîte, non, j'aurais préféré avoir une autre vie. J'aurais aimé être éthologue, par exemple. Bon, après, j'ai eu la chance, ça s'est pas mal passé. Voilà. Et l'autre point, c'était turnover. Clairement, oui, une stratégie RH, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce qui tourne autour de la fidélisation, du plaisir au travail, hein, non pas bien-être au travail. C'est encore une nuance. Bien-être au travail, c'est le baby-foot au travail. Plaisir au travail, c'est kiffer ce qu'on fait.
Ouais, sur le turnover, on a obligatoirement une stratégie RH, donc la GPEC, tout ce qui est gestion des compétences, formation, je l'ai dit tout à l'heure, essayer de faire des parcours pour pouvoir justement encourager la fidélisation dans le groupe, permettre aussi des sorties heureuses, c'est-à-dire que c'est possible, c'est plutôt une fierté d'avoir une personne qui fait ses classes chez nous et qui a des postes de responsabilité ailleurs. Donc oui, je pense que c'est obligatoire d'avoir une stratégie RH. En tout cas, nous, on essaie de la mettre en place et on essaie de la suivre. Sur refaire, si on avait la capacité de revenir 17 ans en arrière, oui, je pense que oui. Pas trop de regrets. J'ai beaucoup d'expérience dans le cadre leçons apprises. Mais non, je ne referai pas différemment. Je pense que c'est de toute façon un chemin à passer et à faire. Donc non, je ne changerai pas grand-chose. Et la troisième question. Ah, les groupes internationaux. Peut-être défaut des formations de chez nous, c'est qu'on essaie de ne pas regarder les autres. On essaie d'abord de regarder ce que nous, on fait pas bien et ce qu'on pourrait améliorer nous. Et puis ensuite, on essaie de voir sur le marché ce que ça donne et essayer de se comparer. Après, effectivement, c'est le travers de tout dirigeant de dire, OK, comment ils font les autres, comment c'est bien de s'informer, ce que je disais tout à l'heure, savoir comment ça se passe ailleurs. Mais c'est cool, la fameuse chose qu'on dit, c'est quand on se compare, on se désole, mais quand on se regarde, on se console. Donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas un piège. À Madagascar, c'est facile, c'est vrai. Dans d'autres pays, c'est tellement plus vaste, il y a beaucoup plus de concurrence, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus diversifié, donc on rentre très vite dans une segmentation des marchés, quelle taille d'entreprise, etc. À Madagascar, c'est différent. Bon, après, se comparer à des bilans qui dépassent même la page ou le cadran de la calculatrice, puisqu'il y en a toujours sur un bureau, c'est pas forcément constructif. C'est bien de regarder, mais se comparer, c'est difficile. En tout cas, nous, on essaie de nous améliorer nous-mêmes d'abord, et ensuite on regarde ce que ça. Alors, du coup, je rejoins un peu ce que disait Yoannis sur la partie concurrence. On ne se compare pas, en tout cas, on n'a jamais établi notre stratégie par rapport aux concurrents. Déjà, effectivement, on essaie, nous, de trouver notre place sur le secteur sur lequel on est. Moi, je vais même plus loin, et c'est quelque chose qu'on dit, et notamment à toute notre équipe commerciale, c'est qu'aujourd'hui, les concurrents, c'est un des leviers qui font qu'on innove. C'est-à-dire que, on ne se compare pas, par contre, on regarde ce que font les autres, et la concurrence, il faut prendre aussi l'aspect positif, entre guillemets, c'est-à-dire que sans concurrence, en fait, on dort sur nos lauriers. On connaît tous des entreprises malgaches qui n'ont pas de concurrence. Voilà. Non, pas du tout, j'ai pas de message. Non, mais c'est... En fait, on reste dans une économie de marché, donc il faut prendre ça plutôt positivement, c'est-à-dire que, alors déjà, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché qui est dynamique. Les concurrents ne se mettent pas sur des marchés qui n'apportent pas d'argent. Et deux, s'il y a de la concurrence, en fait, ça permet de se dépasser et de se dire, OK, alors, je ne sais pas comment sont nos concurrents par rapport à nous, mais en tout cas, nous, effectivement, on ne se compare pas. Pas parce qu'on ne veut pas se comparer, mais parce qu'en fait, on prend la concurrence comme un levier d'innovation, comme plutôt un levier de, OK, où est-ce que je peux aller ? Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on fait, alors pas forcément la concurrence directe, mais ça peut être aussi d'autres industries. Donc voilà, donc la concurrence, pareil, on n'a pas forcément peur parce que déjà on ne se compare pas. Et ok, et même si les concurrents nous dépassent, en fait, on n'est même pas dans cette logique-là de savoir qui est le premier. Voilà, nous aujourd'hui, l'objectif c'est de faire des produits qui sont bien, pas trop chers, ça c'est un peu difficile parfois. Mais voilà, de faire de la qualité, et puis tant mieux s'il y a de la concurrence, ça veut dire que c'est dynamique et que en fait, j'espère que tout le monde va faire bien en fait, sur le secteur. Ça, c'est le but. Voilà. Après, sur les autres questions, j'ai un peu oublié. Ah oui, stratégie RH. Alors, on est à nos balbutiements sur la stratégie RH, c'est-à-dire que justement, on est passé de la logique purement paye, recrutement, ce qui était un peu la définition de RH il y a quelques temps. Aujourd'hui, déjà, on essaie d'élaborer, alors tout doucement, d'avoir une politique de formation, d'avoir aussi une politique de gestion, de suivi des compétences, parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très bons sur un métier qui n'est pas du tout le leur, et là, on a la chance, en tout cas,
pour le moment, on a la chance parce qu'on n'est que, entre guillemets, 115. Donc on arrive à identifier, alors pas toujours facilement, mais on arrive à identifier quand même les potentiels. Et donc ça fait partie des axes sur lesquels on travaille. Alors c'est pas du tout professionnalisé chez nous, c'est vraiment en mode artisanal. Ok, on sent que il y a une telle personne qui peut a priori être intéressée par tel poste. Donc là, dernièrement, par exemple, on a fait passer une personne qui était dans la logistique, on l'a fait passer sur le marketing. Donc rien à voir, mais par contre, en fait, la personne avait toutes les compétences pour continuer à avancer. Et de la même manière, donc une personne qui était sur l'administratif, on l'a fait passer sur le commercial. Donc ça, c'est des choses en fait qu'on identifie petit à petit, qui n'étaient pas forcément fait, en tout cas de manière systématique avant. Il y avait déjà certains cas où, effectivement, on a changé des gens d'équipe carrément. Et par contre, c'est quelque chose qu'on essaie d'institutionnaliser un petit peu. Mais ça fait partie des stratégies qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est toujours plus simple en fait de fidéliser que de recruter. Voilà. Il y a un match partage avec les deux témoignages. Là, c'est effectivement ne pas se comparer, faire de son mieux, être convaincu de ce qu'on fait tout simplement, et puis périodiquement, une fois par an, peut-être un peu plus souvent, tu lèves la tête, tu regardes où tu en es, et en général, quand tu as fait de ton mieux et que tu es convaincu de ce que tu fais, ça se passe bien. Chez Uniplast, concernant la structure RH et la stratégie RH, aujourd'hui on l'a. On est passé d'un management un peu à l'ancienne où le père fondateur s'occupe de tout et sur tous les niveaux. Aujourd'hui, on a vraiment réussi à distinguer les départements, la cellule qualité, la cellule RH, la logistique, etc. Donc aujourd'hui, oui, on a cette stratégie. On a une politique en interne où on dit il faut que nos collaborateurs soient contents de venir travailler et qu'ils aient la boule au ventre pour rentrer chez eux. Donc c'est un peu cet état d'esprit qu'on a chez nous. Concernant les concurrents, je rejoins les trois panélistes également. On ne s'occupe pas trop de ce que fait le concurrent. Certes, on regarde, mais on se concentre beaucoup plus dans nos activités. On reste convaincu de notre produit. Et si aujourd'hui, 10 ans après, on est toujours là, c'est que nos produits plaisent, c'est qu'on a une place sur le marché. Et à nous de la développer et chercher encore de marché. Sur la troisième question, si c'était à refaire, pour ma part, oui, sans hésiter. Peut-être par des expériences personnelles, refaire les choses différemment, mais oui, sans hésiter, j'aurais pris la décision de rentrer à Madagascar et de reprendre la boîte familiale. Merci. Il n'hésite pas à rentrer. On retient ça. Tim ? Merci. Du coup, Tine, vice-président encore de JPM, j'avais deux questions pour vous quatre. La première question, c'est sur la rémunération et les dividendes dans la famille. Comment on gère ça? Parce que est-ce qu'on arrive et on se dit je veux ton, ou est-ce que papa et maman disent tu mérites tant et puis ça s'arrête là? Est-ce que du coup avec les frères et sœurs c'est les mêmes dividendes? Ou est-ce que par rapport du coup aux années d'expérience, ça devient différent? Première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que comme la première génération, vous allez finir vos carrières dans ces boîtes-là? Ou au contraire, à un moment où vous allez vous dire, finalement j'ai fait le tour et je partirai peut-être à l'autre bout du monde pour de nouvelles expériences. Voilà, merci. Bon, je commence par répondre pour un peu laisser de repos aux autres. Sur la première question concernant la rémunération, c'est une question un peu confidentielle à mon niveau, mais on a déjà des pourcentages qui ont été prédéfinis dès le départ. Il y a des contrats qui ont été formalisés pour ça, donc pour éviter toute tension avec d'autres actionnaires. Tout est mis sur écrit et dans les normes. Donc ça répond à la première question. Deuxième question, je suis encore au début de mon parcours chez Uniplast, donc j'ai beaucoup d'ambition pour cette boîte. J'ai personnellement d'autres projets également sur d'autres secteurs d'activité que j'espère qui verront le jour dans les prochaines années à venir. Mais en tout cas,
je pense qu'il y a aussi une chose que j'ai appris, c'est pour savoir où l'on va, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et ça, c'est important de garder cette racine. Et pour ma part, je quitterai jamais Uniplast. Voilà. Les dividendes, on a une règle assez simple, la moitié des résultats. Voilà, une réponse claire et simple, en général. Voilà. L'autre point, c'est que faire après? Bon. Non. Je parlais tout à l'heure de réflexion sur la gouvernance, d'avoir testé les administrateurs extérieurs. Maintenant, réflexion d'avoir plutôt des salariés. Donc, c'est clairement d'améliorer encore la gouvernance pour pouvoir jouir de la vie tant que je suis en forme. Et les enfants, on verra après. Ils intégreront Montrons en marche. S'ils reviennent ou s'ils ne reviennent pas, j'espère que la structure sera assez solide pour continuer à vivre. Alors moi j'ai toujours des trucs mémotechniques comme ça. Chez nous on préfère vivre pour travailler plutôt que de travailler pour vivre. Donc évidemment on a une rémunération comme tous les salariés pour notre job. On a une investition dans le capital qui a été fixée quasiment avant même qu'on arrive. Je parle de toute la famille, mon frère, ma soeur également. Maintenant, on n'a pas vraiment de politique de distribution de dividendes, on a plutôt une politique d'investissement. Et donc forcément, quand on a une politique d'investissement, on investit pour le futur. Et donc on n'est pas dans ces attentes-là. Ça a été un sujet de discussion, mais vraiment presque rapidement balayé, parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de continuer à investir. Donc on est plus dans cette logique-là. Maintenant, pour ce qui est de quitter le boulot ou faire... Je sais pas, je pense pas qu'on sera trop loin de Mada, a priori. Je pense pas qu'on sera trop loin des affaires. Après qu'on soit à un autre niveau, peut-être moins opérationnel, plus stratégique, c'est possible. C'est possible. Même si on aime beaucoup ce qu'on fait dans l'opérationnel, hein, c'est vraiment difficile pour nous de lâcher, etc. Juste parce qu'on aime faire ça. Donc j'ai pas prévu ça. Je pense pas que mon frère et ma sœur aient prévu ça. Peut-être qu'on finira comme les anciens. C'est pas un mauvais exemple, mais le travail c'est la santé. Donc voilà. Alors sur la partie dividende, nous c'est pareil, on prédéfinit d'avance en fait un pourcentage du résultat qui sera octroyé ou non en dividende. Donc ça varie entre 20 et 50%, on va dire. Les parts, pareil, ont été prédéfinies dès le départ, donc il n'y a pas de sujet de discussion sur qu'est-ce que tu as, c'est qu'est-ce qu'on distribue, et en fonction de tes parts, tu as la part qu'on te distribue s'il y a distribution. S'il n'y a pas de distribution, parce que justement sur certaines années, on est plutôt sur de l'investissement, c'est 0 pour tout le monde, et puis voilà. Après, est-ce que je serai là ad vitam aeternam? Je sais pas. Là, je pense que pareil, comme je suis au tout début, ça fait 3 ans et demi, donc j'ai encore un peu de mal à me projeter sur combien de temps. Effectivement, je pense que le but, c'est de se dire quand même, aller de moins en moins dans l'opérationnel et peut-être un peu plus sur le stratégique, donc continuer en tout cas pour le moment. Moi je suis dans l'opérationnel et je pense que j'ai pas encore assez de recul et j'ai pas encore assez vécu dans cette entreprise pour me poser la question de qu'est-ce que je vais faire après. Mais en tout cas là pour le moment je suis en tout cas dans le moment où je suis bien là. Je le dis maintenant, c'était pas forcément le cas en revenant à Mada il y a quelques temps. Mais pour le moment, oui, je me vois bien encore continuer un petit moment. Ouais. On passe à la question suivante. Bonsoir à tous, moi c'est Francia, membre du JPM. Alors ma question, en fait, quand on pense à une entreprise familiale, on pense à une sécurité. 10 ans, 20 ans d'existence. Est-ce que dans cette pérennité, est-ce que vous êtes intéressé à faire entrer d'autres entrepreneurs ou d'autres investisseurs extérieurs? Et là, je ne parle pas de banque ni d'entité d'investissement, vraiment d'autres entrepreneurs qui vont intégrer l'entreprise familiale et à l'agrandir.
Si oui, comment est-ce que vous pensez regarder ce projet? Est-ce que ça va affecter vos valeurs? Parce qu'on a parlé de valeurs familiales tout à l'heure. Est-ce que ça va bousculer vos éthiques? Donc ma question serait 2024, est-ce qu'une entreprise familiale serait prête à intégrer d'autres investisseurs? Je vais répondre rapidement. C'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas pour Société Nive, pas pour le moment. Je pense qu'on est encore tout petit, donc non, on n'est pas encore à je me dis, si on atteint ce stade-là de réflexion, c'est qu'on aura déjà bien grandi et que peut-être que oui, effectivement, ça se posera à ce moment-là. Pour le moment, non, ça rentre pas encore, en tout cas en ligne de compte en 2024. Nous, on a des activités dans lesquelles on est partenaire avec d'autres associés, d'autres personnes qui ne sont pas de la famille. Soit ce sont des activités d'autres personnes physiques, j'ai envie de dire, qui ne sont pas des membres de la famille, mais qui co-investissent avec nous sur des projets et les développent. Soit c'est carrément des sociétés étrangères qui s'associent avec nous pour des projets aussi à développer. Il n'y a pas de règles. Chez nous, il n'y a pas vraiment de règles. Après, sur le financement, on est très tourné sur les partenaires financiers, donc principalement les banques. Et on a toujours fonctionné comme ça. Et pour l'instant, c'est pas prêt de s'arrêter. On n'est jamais entré dans les financements nouveaux, fonds d'investissement, etc. On n'a jamais vraiment réfléchi à ça. J'ai envie de dire qu'on prendra ce sujet-là comme un sujet à aborder et à discuter. On ne sera pas fermé, mais c'est pas prévu. Mais par contre, on a déjà l'habitude d'être en partenariat avec des entités ou des personnes qui sont extérieures à la famille. C'est un peu le même cas sur certaines activités. On a déjà d'autres personnes à bord. Donc, plutôt quand on fait rentrer quelqu'un, tu as parlé des valeurs, on ne peut pas faire rentrer quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'était pas aligné. Bonsoir. Chez Uniplast, on n'a pas du tout, c'est un peu comme Nive, on n'a pas eu ce genre de réflexion. On est dans d'autres activités dans le groupe où on a des associés externes à la famille, mais de là à s'associer au groupe, pour le moment, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Et pour le moment, nous conservons une gouvernance familiale. Voilà. Je pense qu'on va aller sur 2 dernières questions. Qui ça derrière? Bien haut. Oudjay. Arrête à 30. Alors bonsoir à tous, Houssen. Je rejoins un peu cette série de questions qui tournent autour aujourd'hui de est-ce qu'on doit prendre des associés, etc. Moi, ma question se passe plutôt en tant qu'individu dans un groupe. Souvent, on a des idées folles, surtout la nouvelle génération qui arrive et le monde qui avance très vite. Parfois, on a des idées, on se dit on veut faire ce projet-là. Tout le monde est contre, sauf vous. Donc, est-ce que ça vous est arrivé ce type de cas? Oui, si oui, comment vous avez géré ce type de situation? Est-ce que vous vous dites non, sur ce projet, je m'associe avec d'autres personnes, alors que tout le monde, en général, les groupes familiaux ne grandissent pas tout seuls. C'est d'un projet qu'on crée un autre, puis un autre, puis un autre. C'est un plan d'investissement qui est derrière. Donc aujourd'hui, dans des situations où vous avez une idée, mais personne n'est d'accord, comment on gère ça? J'ai déjà vécu ce genre de situation. Donc effectivement, je suis allé le faire avec d'autres personnes. Après, ça pose vraiment le problème de ce temps-là, je ne le consacre pas à ma mission principale qui est de travailler pour l'entreprise familiale. J'ai eu de la chance parce que par la suite, la famille a dit finalement, on va t'accompagner sur ce projet. Ils y sont allés à reculons et finalement, ils ont plutôt eu raison. Le projet continue d'exister parce qu'il a beaucoup d'autres qualités. Voilà, donc fort de cette expérience, depuis, franchement, si ça passe pas, je n'impose plus d'idées, mais c'est peut-être lié à mon âge aussi maintenant, quoi. Je suis moins bouillant qu'il y a une dizaine d'années. Oui, effectivement, il y a des projets où on est soit tout seul, soit 2, soit 3 à porter, ou soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est
l'ancienne génération qui porte un projet et nous, on n'est pas forcément d'accord. Donc, on essaie de sortir du côté je propose, je décide, et on essaie de trouver des critères logiques, donc business plan, rentabilité, capital investi, et surtout facteur de risque. Si jamais ça réussit pas, ça coûte combien à tout le monde en fait, et quel impact ça aura sur ce qui restera. Donc je pense que c'est plutôt la technique qu'on essaie de mettre en place maintenant aujourd'hui. Mais oui, j'ai des beaux dossiers où je me suis planté royalement, alors qu'on m'avait dit qu'il fallait pas que j'y aille. J'ai insisté et j'ai pas écouté. Maintenant, j'écoute. Donc ça, c'est un. Et quand même, tu disais que les groupes familiaux se développent. Nous, on a des partenaires qui sont sortis et pour lesquels on a récupéré les parts. Et c'était des projets qu'on avait démarrés avec d'autres et qui sont rentrés à 100% dans le giron familial aujourd'hui. Donc tout est possible aussi, dans un sens comme dans l'autre. C'est bon? Rien à dire, vous? Non? Ça va, hein, je continue. Alors, dernière question, je ferme les yeux en attendant. Donc, dernière question, mais n'empêche, n'oubliez pas, vous pouvez triper ensemble. Pour ceux qui ne sont pas membres, devenir membre. Il faut payer la cotisation pour être membre. Et enfin, la dernière question, 1, 2, 3, j'ouvre les yeux. Ah, membre fondateur. Je commence et je termine. Je ne me suis pas présenté. Thierry Razon, fondateur de JPM. Il y a un adage qui dit la première génération crée, la deuxième génération développe et la troisième génération consomme. Alors, ma question c'est comment vous reconnaissez dans cet adage et pour conjurer la dernière partie de cet adage, à quoi pensez-vous? En fait, par rapport à la troisième génération, franchement, libre à elle, hein, à moi d'organiser la gouvernance à venir, pour que ça puisse se faire sans eux. L'histoire de est-ce que, finalement, moi, la deuxième génération, j'ai développé, au vu de l'appauvrissement du pays et du potentiel, je dirais que oui. On est allé sur d'autres territoires, on est présent sur l'île Maurice, par exemple, on est allé dans d'autres secteur et finalement on est revenu à une position de leader dans notre secteur d'activité historique qui est la distribution automobile. Effectivement, c'est statistique, donc tout le monde en parle, donc on est obligé d'en être. Je reste encore une fois, comme pour la seconde génération, persuadé qu'aujourd'hui c'est quasiment une science exacte, on va dire, sur le papier, donc ça s'organise. Si vraiment c'était le cas de la troisième génération, de rejoindre si tant est qu'il existe encore et qu'on se développe encore, il faudrait le préparer, parce que c'est pas pareil, je pense, c'est vraiment pas pareil le fait d'être en lien avec des fondateurs et le fait d'être en lien avec des successeurs. Je pense qu'il y a une vraie différence dans le mindset et dans la gestion, donc je pense que ça doit se préparer. Et maintenant, sur le fait d'avoir fait progresser, oui, je pense que soit par la force des choses, parce qu'on est tous un peu entrepreneurs et qu'on a tous des envies de développer, on a contribué à l'expansion du groupe, et les opportunités qu'on arrive à saisir aussi font que la deuxième génération apporte aussi un développement au groupe. Voilà. Sur l'adage, oui. Donc, moi, j'estime être dans les débuts, mais effectivement, on est sur une phase de développement. On est sur un contexte économique qui n'est pas le même. On est obligé de développer pour faire en sorte que ça continue de fonctionner. On est dans un Madagascar qui n'est pas du tout le même qu'en 2000, quand la société Nive en fait, a été créée. Donc, je pense que oui, on est clairement dans l'adage. Sur la troisième génération qui consomme, aujourd'hui, oui, sûrement. Effectivement, je pense que si ça doit se faire et si ça doit se transmettre à la troisième génération, je pense que le plus important, ça sera de préparer, de se mettre dans des conditions qui sont peut-être différentes de comment on a, nous, reçu l'héritage familial, d'anticiper aussi ce changement-là, la manière dont on transmettra un peu plus tard l'entreprise. Voilà. Donc peut-être un peu plus d'anticipation que ce qui s'est passé. Alors c'est très personnel, en tout cas sur la société Nive, mais c'est que nous, on n'était pas dans un cadre très formel pendant la transmission. Ça a été plus des discussions vraiment de parents à enfants, en fait. Alors que là, je pense qu'effectivement, sur la troisième génération, il y a peut-être un peu plus de formalisation à avoir en amont, si jamais ça doit se faire. Voilà. Pareil, je suis dans le même cas que Nive encore. Je suis dans la deuxième génération et je suis à l'aube de beaucoup de choses, j'espère.
Pour le moment, on n'est pas encore, il n'est pas encore question de la troisième. Je suis dans une période où il faut rester, je pense, comme Nive, à l'affût des opportunités, continuer à nous développer, à nous dépasser et à rester ouvert à tout ce qui s'offre à nous. Pour la troisième génération, pour la préparer, peut-être qu'on la ferait un peu plus différemment, en étant un peu plus formel et en ne répétant pas peut-être les mêmes erreurs ou les mêmes façons de faire qui nous ont été transmises au fil des années. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là, à mon niveau en tout cas. Voilà, merci. Ah, il y a une question. Bonjour. Alors, je m'appelle Aurélie, je viens de France et je rentre dans 2 jours et je crée en fait ma propre fondation. Donc, je suis entrepreneur. Et voilà, j'aurais une question en fait parce que du coup, j'ai pas mal vu de choses à Madagascar et j'ai eu la chance de pouvoir tomber justement sur un événement sur l'entrepreneuriat à Madagascar. Et donc voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui commencent une entreprise justement dans un pays comme Madagascar? C'est un pays qui regorge d'entrepreneurs. Il y a quel pourcentage de salariés aujourd'hui à Madagascar? Je crois même pas 7%, me semble-t-il, voire moins. Donc il y a tellement de gens qui gagnent leur vie au jour le jour qu'ils peuvent être finalement inspirants. On peut avoir beaucoup de respect pour eux et ça invite à se jeter à l'eau. Sinon, la dernière recommandation que je ferais, finalement, qu'on a tous faite, c'est regarde toi ce que tu fais. Est-ce que tu penses que tu fais pour le mieux, si tu fais avec ton cœur, avec les convictions, parce que tu as bien étudié la question, et consacre-toi à faire ça. Merci à tous nos panélistes. Encore plus d'applaudissements pour Nive, Yoannis, Frédéric et Akshay. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux aujourd'hui et merci spécialement aussi au Louvre qui nous accueille dans des conditions très sympas. Et merci à Eddy qui est toute l'équipe régie et photo que vous voyez ici. Souriez, vous êtes filmés. Et merci tout le monde.